Bienvenue au Musée national de la Renaissance, au Château des Coins, pour découvrir ensemble cette exposition Émailler le verre à la Renaissance sur les traces des artistes verriers entre Venise et la France. Et donc au cours de cette exposition, le visiteur va être confronté à 100 verres traditionnellement attribués à la Venise de la Renaissance. Nous avons choisi de confronter les apports de l'histoire de l'art et de la science pour proposer une nouvelle vision de ces objets. Et pour ce faire, nous avons réuni plusieurs équipes, notamment du C2RMF via Isabelle Biron qui est ingénieure de recherche, Françoise Barbe du musée du Louvre et moi-même qui assurons toutes les trois le commissariat de cette exposition. Le projet de recherche qu'on a appelé Cristallo se donnait 3 objectifs principaux. D'abord, mieux connaître les recettes verrières de la Renaissance, les procédés, les techniques de fabrication, les matières premières utilisées à Venise. Essayer du coup de mieux distinguer ces recettes verrières vénitiennes de celles des autres ateliers, qu'ils soient en Italie ou en Europe, ce que l'on a appelé les façons de Venise et qui imitaient en quelque sorte les pièces produites à Venise, donc voir jusqu'où l'imitation se faisait, pas seulement dans les formes et dans les techniques décoratives, mais peut-être aussi dans le choix des matières premières et des recettes utilisées. Et puis, à ces 2 objectifs principaux, une 3e composante un peu plus complexe, puisqu'il y avait aussi des doutes sur l'authenticité de certaines des pièces. Des historiens de l'art avaient déjà évoqué des doutes. Et donc, la question principale, c'était la science peut-elle nous aider à distinguer les objets anciens des objets modernes? Donc il y a eu beaucoup d'analyses d'objets de collection des musées à la fois du Louvre, des coins, des musées de Paris, d'Île-de-France, le Petit Palais, Jacques Marandré, Chantilly, le musée des arts décoratifs, Sèvres également, des musées aussi à l'étranger et notamment en Italie. Et donc dans l'exposition, vous allez voir des objets provenant de diverses villes, évidemment le musée du verre de Murano, mais pas seulement, également Bologne, Turin, et l'Angleterre a aussi été impliquée, à la fois par le prix d'objets archéologiques qu'on a pu analyser, et puis par le prix d'objets de collection, notamment du Victorian Albert Museum et de la Wallace Collection. Pour fabriquer un verre à la Renaissance et même déjà depuis plusieurs siècles, voire millénaires, eh bien vous avez besoin de 3 ingrédients fondamentaux. Tout d'abord ce qu'on en appelle le vitrifiant, qui en fait est tout simplement de la silice, du quartz. Également un fondant, puisque cette silice en fait va cuire à des températures très importantes que techniquement on ne peut pas atteindre à la Renaissance, donc on ajoute un fondant pour faire baisser cette température. En l'occurrence, ce fondant s'obtient en utilisant des cendres végétales. Et puis vous avez également un élément important, le dernier, le décolorant, qui est en fait du manganèse, qui en fait rend le verre limpide et transparent. À Venise, à la Renaissance, les cendres végétales, le fondant, ce sont des cendres très spécifiques, des cendres de plantes maritimes, notamment de la famille de la salicorne, qui caractérisent la production vénitienne, mais également plus largement l'ensemble du bassin méditerranéen. C'est ce qu'on appelle les verres de tradition sodocalcique. Votre verre est incolore par nature. Vous pouvez néanmoins le colorer en ajoutant différents oxydes métalliques comme le cuivre pour obtenir du vert du turquoise, de l'oxyde de cobalt pour obtenir du vert bleu, mais également de l'hématite pour obtenir du vert rouge. Les verriers de la Renaissance vénitienne vont travailler selon 2 recettes qui vont faire leur succès. Il s'agit d'une part du Vitrum Blancum et d'autre part du Cristallo. Alors ces 2 recettes en fait sont assez proches puisque le principe des verriers vénitiens est de purifier le plus possible, de nettoyer chaque ingrédient qui vont constituer la matière première du verre. Pourquoi le terme Cristallo a-t-il été choisi? Eh bien, tout simplement parce que les verriers ont essayé, en continuant de purifier le plus possible la matière première, eh bien, d'imiter la transparence, le caractère limpide du cristal de roche, d'où le terme de Cristallo.
Pour la technique de fabrication des verres émaillés et dorés de la Renaissance, on va évoquer deux aspects. D'abord la fabrication de l'objet lui-même, la forme de l'objet elle-même en verre, et puis son décor doré et émaillé. Pour illustrer ce propos, dans l'exposition, nous avons deux vidéos. Une vidéo qui présente justement la fabrication de l'objet, dans laquelle on peut voir le rôle très important évidemment du feu, de la chaleur, puisque le verrier va d'abord à l'aide d'une canne cueillir l'apparaison qui est la matière vitreuse en fusion à quasiment 1200 degrés à l'intérieur du four, et puis ensuite progressivement il va la mettre en forme, à la fois en soufflant dans la canne et en modelant en quelque sorte la forme de l'objet au fur et à mesure. Chaque fois il s'assoit, il travaille toujours avec un mouvement très rapide de rotation de la canne, il retourne devant le feu pour chaque fois maintenir à la bonne température le verre pour pas qu'il y ait de problème de déformation ou de refroidissement rapide. Dans la vidéo on voit qu'une seule personne travaille, évidemment ce n'était pas le cas à la Renaissance. Le maître verrier était entouré de nombreux apprentis, assistants qui l'aidaient à accomplir tous ces gestes, mais ça permet en tout cas de voir que l'objet était fabriqué relativement vite en plusieurs parties. On fabrique d'abord par exemple la coupe, puis le pied, et les éléments sont collés entre eux à l'aide de la chaleur. Le verre chaud permet que les éléments ensuite soient collés entre eux. Donc ça c'est pour la fabrication de l'objet verre, qu'on peut aussi mouler, il y a différentes techniques possibles. L'idée c'est qu'une fois que l'objet, la forme est fabriquée, on va le faire refroidir très lentement pour pas qu'il explose, pour pas qu'il y ait un choc thermique, et dans un second temps on va le décorer. Donc le décor se fait à côté de l'atelier du verrier, c'est pas tout à fait, c'est pas au même endroit, c'est pas près du four, c'est un décor qui se pose à froid. Et il va être fait de deux éléments. D'abord l'or, la dorure, qui est essentiellement utilisée à la Renaissance à Venise, c'est la feuille d'or, qui est donc collée sur l'objet à l'aide d'une gomme arabique, d'une colle, puis travaillée avec un outil pointu pour former des décors géométriques, des lignes, des petites écailles. Et ensuite, ce décor doré est émaillé. Donc l'émail, c'est une poudre de verre colorée. Au départ, on a la même matière que l'objet lui-même, mais c'est coloré et c'est réduit en poudre. C'est mélangé à un liant qui est aussi fait d'eau et de gomme arabique, et à l'aide d'un pinceau, le peintre décorateur, l'émailleur, va appliquer des petits points à l'intérieur, par exemple des écailles, ou va dessiner des choses. Ça peut être un décor géométrique, végétal ou figuratif. Et vous allez le voir avec différents objets présentés dans l'exposition, on a véritablement des scènes historiées qui sont appliquées sur ces objets de verre, notamment les objets les plus précieux. Et ça permet de voir que, outre le travail donc, du verrier, le travail du peintre décorateur crée vraiment des objets d'art et des objets tout à fait prestigieux. Une fois que le décor posé à froid a été réalisé, il va falloir évidemment cuire ce décor, de façon à ce que la matière se fixe, à la fois l'or et l'émail se fixent sur l'objet de verre. Donc on repart dans l'atelier du verrier, l'objet est remonté progressivement en température dans un four spécial, puis il est refixé sur un pontil, remis devant la bouche du four, et à ce moment-là, non seulement l'or et l'émail se fixent sur l'objet lui-même, mais c'est lors de cette dernière cuisson, en quelque sorte, que le maître verrier va donner la forme finale de l'objet. Par exemple, un gobelet qui a quand même une coupe relativement resserrée, avec ce phénomène de rotation et avec justement la force qu'il exerce de rotation de l'objet devant le four, il va permettre à l'objet de s'ouvrir, et ça va donner par exemple les coupes, qui sont l'une des formes les plus appréciées à la Renaissance. La place de Venise sur la scène artistique à la Renaissance est très importante. Nous la connaissons grâce notamment à tous ces peintres qui ont produit des chefs-d'œuvre tout au long du XVe et du XVIe siècle, mais également grâce à ces objets, à ces verres qui vont vraiment constituer une production emblématique de ces ateliers à partir du milieu du XVe siècle. Emblématique et surtout très populaire, puisque dès la fin du XVe siècle, eh bien, on voit apparaître ces objets dans toutes les cours européennes. Ils sont convoités par les plus grands princes et les aristocrates du temps, qui vont passer commande aux ateliers vénitiens pour des services complets de verre qui portent éventuellement leurs armoiries. Et ce qui est amusant, c'est que l'on constate que finalement les Vénitiens eux-mêmes étaient très peu attentifs à cette production, ils la recherchaient peu pour leur propre collection, et c'est plus une clientèle européenne qui répond présent.
Alors pour mener cette étude, en fait, notre principe était évidemment de comparer les résultats des analyses avec ce que l'on savait des recettes vénitiennes de la Renaissance. Et cette connaissance de ces recettes, eh bien, nous l'obtenons via plusieurs moyens, notamment les livres de recettes. Et puis aussi, nous sommes partis à la recherche d'objets que l'on qualifie de référence. Des objets de référence, pour nous, ce sont des objets dont on ne peut pas douter de l'authenticité. Et ces objets, eh bien, ils sont essentiellement de deux natures. Ce sont d'une part des objets qui sont tracés dans les archives avant la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire avant l'apparition de ce phénomène de faux et donc de cette fabrication parallèle d'objets qui a pu exister. Et puis ce sont aussi des objets archéologiques parce qu'il est assez compliqué de douter de l'authenticité d'objets archéologiques. Une des découvertes les plus importantes qui ont été faites dans les 20 dernières années, eh bien, c'est cette découverte archéologique majeure au monastère de Santa Chiara de Padoue, où au cours de fouilles dans les années 2000, eh bien, on a découvert toute une série de verres, un lot très très important de verres, des verres bleus, essentiellement des gobelets, qui portent un décor émaillé assez répétitif. La plupart sont ornés de scènes d'annonciation avec l'ange Gabriel qui apparaît à la Vierge Marie. Également un gobelet plus rare montrant un défilé de petits poutis qui portent des guirlandes. Donc ces objets ont été analysés et les résultats des analyses ont montré qu'ils étaient complètement compatibles avec ce que décrivaient les livres de recettes. Donc on avait là des objets doublement référence. Le petit bijou en fait de ce trésor, c'est cette petite salière ou petit pot en gant qui a été réalisé en verre latimo, c'est-à-dire en verre blanc opaque, dans le but évidemment d'imiter la porcelaine, qui est un objet très très précieux, qui fait à peine 3 cm de haut et qui pourtant porte un décor très délicat, un petit profil féminin qu'on devine et qui est complètement esthétiquement dans l'esprit du travail des peintres contemporains et notamment du travail de Carpaccio. Le mode de fonctionnement des ateliers est essentiellement connu par les archives. Grâce aux documents d'archives, on sait qu'à Venise, entre 1450 et 1500, il y avait entre 15 et 18 ateliers. Un petit peu plus au début du XVIe, on monte à une vingtaine dans la première moitié du XVIe et ça va jusqu'à 40 ateliers au cours du XVIe siècle. Dans ces ateliers, le personnage le plus important, c'est le maître verrier, c'est lui qui est propriétaire de l'atelier. Ce qui est très intéressant en regardant justement les archives concernant ce travail, le travail de la verrerie, c'est que c'était un travail qui avait des statuts très précis, comme une corporation. Ces statuts, ils étaient régis vraiment par un texte qu'on appelle la Mariegola, qui nous donne beaucoup d'informations. Par exemple, on sait par ces règles qui sont très strictes que les maîtres verriers et également les peintres décorateurs n'ont pas le droit de quitter Venise, normalement, n'ont pas le droit d'aller exporter en quelque sorte leur savoir-faire et à la fois les recettes et les techniques de fabrication dans d'autres ateliers. Mais ce qui est amusant, c'est qu'on voit que justement cette règle, elle est répétée de nombreuses fois à la fin du XVe siècle, et souvent, quand une règle est très répétée, c'est justement qu'elle n'est pas vraiment respectée. Donc on peut quand même imaginer que les artisans verriers sont sortis de la ville, sont allés travailler ailleurs. Ce phénomène de migration des artisans verriers peut aussi s'expliquer par autre chose. En fait, les ateliers de verrerie à Murano étaient en usage 9 mois de l'année. Et pendant les mois d'été, justement, ils fermaient puisqu'il faisait sans doute trop chaud. Ça faisait une sorte de saisonnalité en fait, du travail qui peut expliquer qu'une partie des membres de ces ateliers, notamment les assistants, devaient continuer à travailler pendant ces 3 mois-là et donc exporter leur savoir-faire dans d'autres ateliers italiens, voire européens. Enfin, les archives nous apprennent aussi, et c'est vraiment intéressant, qu'au début, donc au milieu du XVe siècle, les peintres décorateurs étaient relativement libres. Ils pouvaient eux-mêmes décider de la collaboration qu'ils entretenaient avec des maîtres verriers. Et puis très vite, finalement, dès les années 1460-70, ce sont les maîtres verriers qui ont obtenu la grosse part du pouvoir, en quelque sorte, et les peintres décorateurs étaient soumis en fait et étaient complètement liés à l'atelier du maître verrier. Ils n'avaient donc pas le droit d'aller travailler ailleurs ou par exemple d'émailler des verres qui ne sortaient pas de l'atelier du maître pour lequel ils travaillaient. C'est aussi des éléments intéressants justement par rapport à la problématique qu'on essaie de montrer dans l'exposition et qui a trait justement aux migrations à la fois des hommes et des matières premières et aussi donc des décors. Cette coupe sur pied qui présente un décor figuratif
qui se répartit sur toute la surface de la coupe en fait. Il s'agit d'un triomphe, sans doute le triomphe de la chasteté, et tout à fait représentative des objets vénitiens de la fin du XVe siècle et du début du XVIe siècle. D'abord sa forme, on a une coupe relativement large qui est portée donc sur un pied moulé, on voit qu'il y a des nervures sur le pied et également un décor doré tout à fait caractéristique. C'était une coupe couverte comme on le voit ici, donc chaque fois les différents éléments de l'objet ont été fabriqués séparément. Elle est aussi caractéristique par son type de décor, on voit que les bandeaux d'or se répartissent en haut de la coupe et en bas, donc ils encadrent en quelque sorte la scène figurative qui est complètement émaillée. Et puis donc le décor lui-même qui présente cette scène de triomphe, on voit sur un côté l'allégorie de la chasteté qui est assise sur un char et qui domine un petit amour, Cupidon, qui a les bras noués en signe de soumission devant cette allégorie. Et donc le char est tiré par des chevaux et entouré de jeunes filles, tout un cortège, on pourrait presque dire nuptial. Et justement c'est aussi intéressant puisque on met souvent en rapport ce type d'objet avec justement des événements du type fiançailles ou mariage, puisque même si ce sont des objets qui ont des formes d'usage, une coupe normalement on s'en sert pour boire, en l'occurrence ils étaient sans doute des objets très précieux, qui devaient coûter très très cher et qui étaient peut-être échangés au moment justement des rituels nuptiaux ou utilisés de façon tout à fait exceptionnelle à ces moments-là. Cette iconographie du triomphe, c'est aussi intéressant d'en dire un mot puisque c'est une iconographie qui se développe énormément au XVe siècle. Elle se fonde sur un texte plus ancien, un texte de Pétrarque, qui est très apprécié, très connu, publié et qui devient illustré au XVe siècle, donc sur beaucoup d'autres objets, que ce soit des objets des bois, des céramiques, enfin d'autres techniques décoratives, on va trouver justement une allusion à ces triomphes, le triomphe du temps, le triomphe de l'amour, le triomphe de la chasteté, et ça nous donne une idée du goût de cette clientèle, à la fois pour des objets qui pour eux sans doute évoquaient l'Antiquité. Le XVe siècle, c'est la redécouverte, non seulement dans le nord et le sud de l'Italie, à Rome, c'est la redécouverte des décors antiques, des sculptures, c'est ce goût pour l'antique qui devient tout à fait prépondérant. Et puis également le goût pour les textes importants, comme le texte de Pétrarque, qui est tout à fait symbolique également de la Renaissance. On connaît les ateliers européens qui travaillent à la façon de Venise, essentiellement grâce aux archives. Malheureusement, on ne sait pas ce qu'ils produisent. Et le problème principal de cette étude, c'est qu'on ne peut pas mettre en lien une archive et un objet. Ensuite, les historiens de l'art, eux, travaillent avec des objets dans leur collection qui sont traditionnellement attribués à Venise ou attribués à d'autres ateliers. Et ce qui était intéressant dans cette étude, c'était de voir si la chimie, donc les analyses physico-chimiques des matériaux, pouvaient nous permettre de distinguer, puisqu'on a vu qu'on connaît maintenant beaucoup mieux les recettes vénitiennes par cette étude, est-ce qu'on pouvait les distinguer d'autres recettes verrières? Il s'avère qu'effectivement, certains objets, enfin un grand nombre d'objets en fait, ont montré qu'à l'intérieur de la tradition verrière méditerranéenne, cette tradition sodo-calcique qu'on voit bien se développer vraiment à Venise avec grand succès, à l'intérieur de cette recette, on observe d'autres procédés qui montrent que les artisans connaissent les recettes mais utilisent sans doute des matières premières différentes. Et c'est notamment intéressant d'étudier des objets qui précisément n'étaient pas attribués à Venise pour la Renaissance, des objets un petit peu plus tardifs. Donc on a réuni dans cette vitrine 3 objets considérés comme catalans de la fin du XVIe siècle, des années 1560-70, et on s'est justement dit, puisque ce ne sont pas des objets vénitiens, que va nous dire leur composition chimique? C'était vraiment très intéressant puisque l'Aiguière et la Petite Coupe ont montré pour le verre support, pour la matière vitreuse de l'objet lui-même, des recettes vénitiennes tout à fait classiques pour la Renaissance. Si stylistiquement ces objets n'avaient pas été catalans, on aurait pu dire ce sont des objets vénitiens. Donc vous voyez, les recettes circulent, les hommes circulent. En revanche, on a quand même trouvé quelque chose d'un petit peu nouveau, c'est la couleur bleue qui était faite cette fois-ci différemment de ce qui se faisait à Venise, en tous les cas de ce qu'on connaît. En l'état actuel de nos connaissances, on sait que les Vénitiens utilisent cet oxyde de cobalt, le zafre, et là en fait c'est une autre technique qui est utilisée pour ce bleu, c'est ce qu'on appelle du bleu de smalt.
Et le troisième objet de la vitrine, c'est ce petit pot couvert. Lui, alors, c'était très intéressant puisqu'il est très proche stylistiquement des deux autres objets, mais au niveau chimique, il montrait une recette très proche du cristallo, mais différente par l'usage des matières premières. Comme si voilà, le verrier connaissait très bien ses recettes, mais n'a pas tout à fait utilisé les mêmes matières premières. Ça nous apporte évidemment une confirmation, c'est que, on le sait, là on est à la fin du XVIe, il y a eu massivement la plus grande partie des ateliers qui travaillent à la façon de Venise se créent au cours et dans la seconde moitié du XVIe siècle, et voilà un exemple de façon de Venise en Catalogne. La controverse autour de cette production de verre bleu, violet, vert, qui présente un très riche décor, naît en fait d'une vente aux enchères qui a eu lieu en 2000, la vente de la collection Bacheva de Rothschild, dans laquelle tout à coup sont apparus une quinzaine d'objets tout à fait extraordinaires, avec des décors historiés fantastiques, d'après Mantegna, des décors de dieux marins, de tritons, enfin, des choses très belles par ailleurs, qui ont un petit peu effrayé les spécialistes, puisque voir d'un seul coup autant d'objets si exceptionnels, ça a en fait créé un doute, et au final tous les objets ont été datés 19e siècle dans le catalogue de cette vente. Donc ensuite il y a eu ça a eu évidemment beaucoup d'écho dans la communauté scientifique, et c'est d'ailleurs une des raisons qui fait qu'on a lancé ce projet Cristallo à la fin des années 2000. Alors ces verres bleus en fait étaient rares vraisemblablement, ils ne sont pas seulement bleus, les archives attestent la présence de verres effectivement bleus, hématistes ou verts dans les collections, mais il s'agissait sans doute d'objets particulièrement précieux, et en effet, on le constate en les regardant. Il présente un décor doré tout à fait exceptionnel, de très larges feuilles d'or qui sont impliquées dans ce décor, et des décors non seulement décoratifs mais aussi figuratifs particulièrement remarquables. On peut prendre comme exemple cette petite vitrine dans laquelle on présente 3 gobelets, et notamment le gobelet du haut qui montre 2 portraits. Alors des portraits sur des verres de cette époque, on en a aussi sur beaucoup d'autres objets, ça pose pas question évidemment. Le fait qu'on ait la représentation d'un jeune homme et d'une jeune femme, ça évoque justement ce contexte nuptial, ce contexte amoureux dans lequel ces objets sans doute s'échangeaient et étaient utilisés. Mais en l'occurrence, quand on le regarde de près, et c'est ce qu'ont fait les historiens de l'art spécialistes du verre qui se sont réunis pour créer ce projet de recherche et cette exposition, en fait ils étaient plutôt disons remplis de doutes en le regardant, puisque la façon dont les portraits étaient présentés, la forme des médaillons, l'usage spécifique de l'or, la forme des écailles, enfin il y avait plusieurs éléments qui leur paraissaient un peu étranges. En tous les cas, ça n'empêche que ce verre est très beau, et justement souvent quand c'est très beau, très parfait, on se dit est-ce que ça ne serait pas un objet du 19e siècle. Alors il présente aussi une inscription, ce qui est parfois le cas. Cette inscription, on a réussi à la retracer, enfin, c'est une sorte de proverbe, c'est aussi lié au contexte on va dire amoureux, et en l'occurrence elle pourrait être inspiré d'un poète ferraré des années 1500, donc on est, que ça soit les décors, l'utilisation des inscriptions, c'est complètement cohérent avec la Renaissance, mais évidemment on peut toujours se dire, les faussaires du 19e, eux aussi connaissaient tout ça, ils savaient ce qui était à la mode à la Renaissance, et c'était toujours d'ailleurs à la mode au 19e siècle. Alors, que nous ont apporté là les résultats des analyses? Eh bien en l'occurrence, la plupart des verres bleus qu'on a analysés, on en a quand même analysé beaucoup, ont montré des recettes différentes de celles utilisées à Venise, différentes mais pour des raisons diverses. Soit le verre support lui-même, comme on l'a vu pour la Catalogne, était proche des recettes vénitiennes avec des matières premières différentes, soit les émaux qui étaient utilisés pour décorer pouvaient eux-mêmes être compatibles ou pas avec Venise. En l'occurrence, le gobelet là, qui nous intéresse, ce gobelet au portrait, présente en outre la présence de plomb dans le verre de base utilisé, et ça pose évidemment beaucoup de questions. Le plomb, on sait que c'est utilisé déjà avant la Renaissance, avec en même temps que les oxydes métalliques pour colorer le verre, mais de telles proportions, c'était pas connu pour la Renaissance. Donc en tous les cas, ça fait partie des choses nouvelles apportées par ce projet de recherche, et en tous les cas, l'origine et la datation de ces objets, c'est toujours un point d'interrogation pour l'instant. Une section de l'exposition est consacrée aux verres émaillés et dorés français à la Renaissance, parce qu'effectivement, au même titre qu'en Espagne ou en Allemagne, eh bien, on observe une production de ce type de verrerie à la façon de Venise au cours du XVIe siècle.
Alors on n'est pas du tout dans le même contexte que pour le verre vénitien puisqu'on est sur un corpus beaucoup plus réduit. Et par ailleurs, à l'exception des fragments archéologiques que l'on n'a pas pu tous analyser évidemment, eh bien on n'a aucun objet de référence, c'est-à-dire tracé dans les archives avant la fin du XVIIIe siècle. Donc c'était la recherche en fait ici est un petit peu différente, le propos est un petit peu différent. Notre idée c'était d'essayer de mieux connaître ces productions qui sont assez hétérogènes, qui ont des provenances très diverses pour les pièces de musée, qui apparaissent un peu spontanément dans la seconde moitié du XIXe siècle sur le marché de l'art. Et de fait, eh bien, ce type de phénomène, eh bien, ça pose toujours des questions parce qu'on se demande toujours quelle est la part d'objets véritablement anciens et d'objets plus récents. Au cours de cette étude de l'analyse de ces verres émaillés et dorés français, eh bien, on s'est rendu compte que toutes ces verreries suivaient grosso modo les recettes vénitiennes de la Renaissance, mais en utilisant des matières premières différentes, comme on pourrait tout à fait s'y attendre. Alors les compositions qu'on a pu observer pour ces verres sont assez homogènes, donc pour la plupart des verres sodocalciques dans la tradition des verreries méditerranéennes, mais avec quelques spécificités que l'on attribue maintenant à la France, des petites techniques qui nous paraissent emblématiques de cette production et que l'on n'observe pas du tout ailleurs dans aucune autre production. Et c'est le cas par exemple pour ce verre dit au hallebardier, qui est un verre à pied, une forme qui est typique de la verrerie française de la Renaissance. Donc il s'agit de 3 hallebardiers qui sont vêtus à la mode des années 1560 et donc qui donnent une date de départ pour pouvoir mieux dater cet objet. 3 hallebardiers qui sont séparés par des petits panneaux avec des rinceaux qui sont tout à fait uniques dans notre corpus. Et c'est ce qui aussi a fait un petit peu interroger beaucoup de spécialistes parce qu'en fait, dès qu'un objet est un petit peu unique ou présente un décor un peu différent, eh bien, son authenticité est mise en doute. À l'analyse, ce verre, eh bien, il suit les recettes verrières de la Renaissance vénitienne avec des matières premières différentes, comme je l'ai dit. Et puis, une petite spécificité technique, les collants, enfin toute la partie ocre brune, eh bien, est obtenue avec du jaune d'argent. Donc c'est pas du tout une technique qui est observée sur les autres verres, qu'ils soient vénitiens ou autres, et c'est plutôt une technique que l'on observe pratiquée par les peintres verriers qui travaillent sur des vitraux. Et donc c'est intéressant parce que ça pose la question des liens qu'il pouvait y avoir entre les ateliers de vitrail et les ateliers de verre de l'époque. Et c'est quelque chose dont on a parfois le témoignage dans les archives, mais qu'on a du mal à pouvoir constater dans les différentes productions. Et donc là, on aurait un chaînon assez intéressant de cette histoire. La dernière section de l'exposition est consacrée au rapport entre le XIXe siècle et les objets de la Renaissance. Parce qu'en effet, au XIXe siècle, on observe un engouement très marqué pour ces objets, donc du Moyen-Âge et de la Renaissance. Des collectionneurs vont véritablement convoiter tous les objets qui peuvent se retrouver sur le marché de l'art. Et un des objectifs effectivement de l'exposition, c'était de déterminer s'il y avait un moyen de distinguer des objets anciens d'objets modernes. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on pouvait se retrouver face à différents cas de figure au XIXe siècle. Vous avez tout d'abord des objets qui peuvent avoir été réalisés dans le goût de la Renaissance, en imitant le décor, mais en ne cherchant pas véritablement à le reproduire de façon systématique. C'est ce qu'on appelle le style néo-Renaissance. Il y a aussi des copies tout à fait assumées, tout à fait revendiquées, d'objets anciens, de verres anciens qui sont reproduits dans des verreries, notamment à Murano, qui reproduisent des objets très connus comme le gobelet à la fuite en Égypte de Bologne, et on a toute une série d'objets qui sont en fait des copies littérales, mais sans vocation à tromper l'acheteur. Et puis il y a toute une zone grise d'objets avec des statuts un petit peu plus ambigus. Vous pouvez avoir des objets qui ont été restaurés, donc une coupe auquel on a rajouté un pied, des objets qui ont été redorés par leur acheteur, et également des objets qui ont été réémaillés, des objets anciens réémaillés, soit dans le but de créer de nouveaux objets ou dans le but de tromper l'acheteur et donc dans le but assez évident de faire défaut. Et c'est là où nous, ça nous a posé un petit peu quelques déconvenues, ces analyses, puisque en fait, l'une des certitudes de cette exposition a été obtenue suite à l'analyse d'objets qui portent les armes de Catherine de Médicis. Ces objets
qui sont une coupe sur pied et une bouteille bleue gaudronnée, et bien jusqu'à récemment, ils étaient attribués à la verrerie de Saint-Germain-en-Laye, puisque donc Catherine de Médicis était la protectrice de cette verrerie, au même titre que son mari, Henri II. Les analyses en fait ont été assez cruelles puisqu'elles ont montré que le décor émaillé porté par ces pièces, donc essentiellement un décor d'écaille et également les armoiries de la reine, eh bien, avait été avec certitude appliqué au XIXe siècle puisqu'il a été réalisé avec des matières de nature industrielle. Donc on est parti pour Saint-Germain-en-Laye avec un corpus de 2 pièces et aujourd'hui, malheureusement, pour la plus grande verrerie de la Renaissance française, nous n'avons plus aucun objet qui peuvent être attribués à cette verrerie. En revanche, on a gagné 2 pièces dans notre corpus, des verres faux qui vont servir en fait de référence aussi pour la suite. Et ce sont des objets qui ont en plus une petite histoire intéressante, notamment la coupe de Catherine de Médicis, puisqu'elle a été achetée par le musée de Cluny, dont sont issues les collections du musée de la Renaissance, en 1904, auprès d'Émile Brocard. Émile Brocard étant le fils de Philippe-Joseph Brocard, l'un des émailleurs sur verre les plus importants de la seconde moitié du XIXe siècle. Et en poursuivant nos recherches, nous avons découvert une série de plats réalisés par Émile Brocard qui reprenaient exactement le même décor que porté par la coupe de Catherine de Médicis. Les recherches en fait sont encore évidemment ouvertes, mais 2 hypothèses sont à privilégier. L'hypothèse la plus pessimiste, c'est-à-dire que Émile Brocard aurait sciemment fabriqué un faux et vendu à Cluny au tout début du XXe siècle. Et puis la plus optimiste, en tout cas du point de vue du musée, c'est-à-dire que Émile Brocard pourrait lui aussi avoir été dupé par ces pièces anciennes, au même titre que nous pendant des années, et vendu des pièces qu'il pensait bonnes au musée de Cluny. Et par ailleurs, il en aurait produit un service néo-renaissant à la fin du XIXe siècle. Alors cette recherche, elle a duré très longtemps, plus de 10 ans. L'exposition permet justement de présenter, on la considère un petit peu comme une étape finalement, puisqu'elle montre que ce n'est pas aussi simple que ce qu'on aurait pu le penser au départ. Et on espère, et on en est presque convaincu, qu'elle va donner la base en fait, grâce à toutes ces analyses chimiques. Il y a aussi des tableaux chimiques proposés évidemment avec le catalogue de l'exposition. Grâce à toutes ces données chimiques, on est sûr qu'à un moment ou un autre, des découvertes archéologiques, on espère dans un contexte pas seulement d'usage du verre mais aussi de production, par exemple des découvertes d'ateliers de verriers, pourront permettre de faire le lien avec les compositions qui ont été trouvées pour les objets de nos collections. On espère aussi que de futures archives seront découvertes et étudiées et permettront justement de faire le lien entre l'objet et l'archive et donc nous donner davantage d'objets de référence. Donc c'est une étape. L'exposition effectivement et les données obtenues posent peut-être plus de questions qu'elles ne donnent de réponses, mais elles ont néanmoins permis de beaucoup mieux connaître les recettes verrières vénitiennes de la Renaissance et elles nous ont permis aussi de réunir un ensemble tout à fait impressionnant de verres émaillés et dorés. C'est la première fois qu'un tel nombre d'objets de cette production sont réunis. L'exposition Émailler le verre à la Renaissance sur les traces des artistes verriers entre Venise et la France se poursuit à Écouen jusqu'au 14 février 2022. N'hésitez pas à venir et à prolonger votre visite par un parcours des collections et notamment des verreries de la Renaissance italienne dans la Galerie des Arts du Feu.